Bienvenue sur la chaîne All in Togo Business News, AITBN. N'oubliez surtout pas de vous abonner et activer la cloche de notification, pour être toujours à jour sur ce qui se passe dans le milieu des affaires et opportunités, tout secteur compris, au Togo. Le mercredi de l'entrepreneur de ce mois de juillet s'est déroulé en webinaire autour du thème « Quel emballage pour une représentation attrayante de son produit ?» L'occasion pour l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI de former les entrepreneurs et opérateurs économiques sur les bonnes pratiques dans le choix et l'amélioration de l'emballage de leurs produits. En ligne, Nakanya Singbe et son équipe. Ils ont entretenu les opérateurs économiques et les entrepreneurs sur l'importance d'un emballage attractif pour leurs produits. Pour Thomas Akato, l'animateur de la séance, le succès d'un produit dépend en partie de son emballage. Généralement, la présentation aussi a une fonction attrayante et peut attirer le consommateur vers le choix du produit. Et c'est justement pourquoi nous voulons leur donner cette formation pour qu'à part le produit qui a des promesses à donner au client, qu'il puisse le présenter très bien afin que le client puisse aller vers ce produit et non vers un autre produit. Véritable support de communication visuelle, l'emballage est un élément clé de la stratégie marketing d'un produit. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI reste engagée aux côtés des promoteurs pour un bon packaging de leurs produits. Bien plus qu'une enveloppe extérieure de produits, l'emballage reflète l'identité même du produit. L'emballage met en exergue les atouts de l'offre et les avantages du produit de façon à déclencher l'achat chez la clientèle. Nous avons constaté qu'il y a des entités, malgré même l'importance de leurs produits, négligent le packaging, ce qui fait qu'ils vont toujours vers des présentation des emballages ordinaires ou peu attrayants. Ce comportement affecte ou compromet les prévisions commerciales. Face à ce constat, l'ANPGF, qui est à la fois une structure d'appui financier et technique, a décidé d'organiser le mercredi de l'entrepreneur de ce jour sur ce thème pour, d'une part, permettre aux opérateurs économiques de notre pays de toucher du doigt pour leur montrer l'importance que représente l'emballage dans le succès commercial et leur donner les éléments dont ils auront besoin pour réussir leur packaging. Au-delà de faire acquérir aux entrepreneurs les bonnes pratiques pour réussir la conception d'un emballage approprié, la NPGF veut susciter par la même occasion la création d'entreprises togolaises spécialisées en packaging des produits. Mesdames, messieurs les dirigeants de petites, moyennes et micro-entreprises, chers participants, bonjour et soyez les bienvenus à ce 7e séminaire de formation, 7e numéro des mercredis de l'entrepreneur que l'agence organise à l'endroit des dirigeants, des porteurs de projets, des promoteurs et des entrepreneurs. Aujourd'hui, il est constaté que la présentation des produits locaux revêt d'une importance capitale, en ce sens que la présentation et la qualité des produits importés surclasse, c'est le constat qui est fait, surclasse celle de nos produits locaux, quoique nos produits soient de meilleure qualité. Alors, on a compris que certains entrepreneurs négligent soit le packaging de leurs produits, d'autres en utilisent, mais de qualité faible et pas du tout attrayante. Alors, face à cette problématique, l'LPGF a souhaité placer le séminaire de formation de ce matin sous le thème « Quel emballage pour une présentation attrayante de son produit ?» La formation sera animée par un expert du métier. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet,
Nous allons prêter oreille attentive pour suivre les propos d'ouverture de Madame le directeur général de l'ANPGF, Naka Nyasimbe de Souza. Merci, Emmanuel. Mesdames et messieurs les dirigeants et cadres d'entreprise, mesdames et messieurs les promoteurs et porteurs de projets, monsieur Thomas Kokou-Akato, directeur des études au Centre de formation bancaire du Togo, maître de conférence à l'École supérieure de la Banque de Paris, animateur de la séance de ce jour. Chers participants, en vos rangs et qualités, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve tous les deuxièmes mercredis du mois à l'occasion des cérémonies d'ouverture de nos séances de formation dénommées Mercredi de l'entrepreneur, organisées par l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises, ANPGF. L'édition de ce jour, la 7e de l'année en cours, est placée sous le thème « Quel emballage pour une présentation attrayante de son produit ?» Mesdames et messieurs, bien plus qu'une enveloppe extérieure d'un produit, l'emballage est un élément clé sur lequel l'identité de la marque repose. Sa création est pensée à des fins publicitaires en vue de passer un message commercial spécifique qui mette en avant les atouts pour déclencher l'achat chez la clientèle. Il constitue également un véritable support informatif permettant aux consommateurs d'obtenir davantage de détails sur le produit, à savoir ses caractéristiques et avantages. De ce fait, le succès d'un produit dépend en partie de celui de son emballage. Véritable support de communication visuelle, l'emballage est un élément clé de la stratégie commerciale dans la mesure où il conditionne le succès commercial des produits de l'entreprise. Face aux conséquences économiques de la pandémie de la COVID-19, associée à l'inflation constatée sur la majorité des produits au plan national, il urge pour les entreprises de développer une stratégie devant susciter l'achat de leurs produits par les consommateurs, en l'occurrence pour les produits qui ne sont pas de première nécessité. Au rang des stratégies pour maintenir les ventes figure l'emballage. Néanmoins, il est constaté que certaines entités, malgré la qualité de leurs produits, négligent le packaging et optent encore pour des emballages peu attrayants, ce qui compromet leurs prévisions de vente. En vue de permettre aux dirigeants de PME de comprendre l'importance du conditionnement des produits et de maîtriser les bonnes pratiques pour réussir la conception de l'emballage adéquat, l'ANPGF a fait le choix d'organiser le séminaire de ce jour. L'objectif visé par ce webinaire est de former les entrepreneurs et opérateurs économiques sur les bonnes pratiques dans le choix et l'amélioration de l'emballage de leurs produits. Un packaging doit être vu, susciter l'envie et donner des informations précises concernant le produit qu'il contient. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de clore mes propos, exprimer la gratitude de l'ANPGF à M. Thomas Kokou-Akato, directeur des études au Centre de formation bancaire du Togo, pour avoir accepté de partager son expérience avec les opérateurs économiques de notre pays à travers le rôle d'animateur du séminaire de ce jour. Mesdames et messieurs les opérateurs économiques, chers internautes, votre présence sur les réseaux sociaux de l'ANPGF, notamment Zoom,
Facebook et YouTube, entre autres, témoignent de l'intérêt que vous portez à ce séminaire. Aussi, voudrais-je vous féliciter pour votre participation et vous inviter à capitaliser et à consolider les connaissances acquises au cours de cette séance pour un meilleur usage au sein de vos entreprises et entités respectives. Je suis convaincue qu'après cette formation, vous comprendrez davantage l'importance d'un emballage attractif pour vos produits et maîtriserez les bonnes pratiques pour concevoir le packaging adéquat. Sur cette note d'espoir, je déclare ouvert le mercredi de l'entrepreneur de ce mois de juillet 2022 sur le thème « Quel emballage ?» pour une présentation attrayante de son produit. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Madame le directeur général de l'ANPGF, pour ce beau discours qui plante le décor du mercredi de l'entrepreneur MDE de ce jour. Le mercredi de l'entrepreneur est une séance de formation et d'information organisée tous les mois par l'ANPGF. Qu'est-ce que l'ANPGF? Quelles sont ses activités? L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF, est une institution nationale spécifiquement dédiée aux PME-PMI pour les encadrer, les promouvoir, les financer et apporter des garanties pour l'obtention des concours bancaires sollicités. Donc, pour ce faire, l'ANPGF propose deux types de services, notamment les services financiers et les services techniques. Les services financiers de l'ANPGF concernent essentiellement le financement des entreprises via les institutions financières partenaires et la garantie des concours bancaires. Le renforcement des capacités techniques et managériales, l'appui conseil et l'encadrement sont entre autres les services techniques fournis par l'ANPGF. Le mercredi de l'entrepreneur qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des services techniques de l'ANPGF. Aujourd'hui, le thème qui est proposé s'intitule « Quel emballage pour une présentation attrayante de son produit ?» Il a pour objectif d'outiller les entrepreneurs sur les techniques et outils pour proposer le meilleur emballage pour leurs produits. Cela va permettre aux entrepreneurs de rendre identifiables et différents leurs produits dans l'esprit des prospects et des clients. Ce choix stratégique doit rendre votre offre irrésistible pour vos cibles, assurant ainsi le succès de votre activité commerciale. Mesdames et messieurs, l'ANPGF accompagne la croissance des entreprises et les initiatives entrepreneuriales. Donc, c'est dans cette optique que l'agence a accompagné à ce jour plus de 975 entreprises pour un volume de financement de plus de 12 milliards de francs CFA. Donc, dès aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous vous invitons à contacter l'ANPGF au plus 228 22 53 51 00 ou au 91 36 85 85 pour la réalisation de tous vos projets. Chers participants, pour la session de ce jour, nous avons le privilège de vous présenter un expert en diagnostic organisationnel, gestion et management. Il dispose de plus de 17 années d'expérience auprès des secteurs bancaires, financiers et de l'enseignement supérieur. Il s'agit du docteur Thomas Akato, qui va nous entretenir sur le thème retenu pour le M2 de ce jour, qui est « Quel emballage pour une présentation attrayante de son produit ?» Bien avant de céder la parole au formateur, nous souhaitons vous informer qu'une séance de questions-réponses sera ouverte à la fin de sa présentation. Mais en attendant, vous pouvez déjà écrire vos questions dans la barre de discussion qui s'affiche sur votre écran. Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir écrire également vos adresses électroniques dans la barre de discussion afin que nous puissions vous envoyer le document de la formation par courrier électronique. Chers participants, nous vous invitons à écouter attentivement le formateur pour sa présentation. Docteur Akato, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. On vérifie d'abord si l'écran est partagé et que tous les internautes sont en train de voir l'écran défiler à leur niveau. Merci.
Donc, comme l'a annoncé tout à l'heure Madame le directeur général de l'ANPGF, le thème de ce webinaire est intitulé « Quel emballage pour une présentation attrayante de son produit ?» Monsieur Emmanuel Dubois l'a annoncé, nous négligeons aujourd'hui beaucoup cette fonction première du produit, et ce qui fait que nos produits qui sont de bonne qualité vont être déclassés sur le terrain, sur le marché, par d'autres produits qui ont une meilleure présentation de leur emballage. Notre propos va se tenir en 7 tableaux. D'abord, nous allons présenter quelques définitions du thème emballage. Et c'est après cela que nous allons parler des principaux éléments qui constituent l'emballage. Nous présenterons ensuite les catégories d'emballage qu'on peut avoir et les fonctions que peut jouer l'emballage dans la vie du produit. En 5e position, nous allons passer à un cas pratique et nous allons vous donner quelles sont les grandes étapes qu'il faut franchir avant de concevoir un emballage attrayant pour son produit. Nous finirons par quelques questions de normalisation et de réglementation et savoir que nous pouvons aussi certifier notre emballage pour que cela ne soit pas piraté à partir du moment où nous vivons aujourd'hui dans un contexte général de concurrence qui ne laisse aucune place au tâtonnement et au bégaiement de tout genre. Alors, dans le mot introductif, sachez que lorsque une entreprise lance un nouveau produit, ces équipes qui participent au développement de ce produit se concentrent essentiellement sur les qualités et les atouts de leur solution. Qu'est-ce que mon produit vend? Qu'est-ce que mon produit apporte? Vous appelez ça en termes de communication. Quels sont les bénéfices, d'accord, et les promesses du produit par rapport à son consommateur? Et très souvent, ceux-là qui participent au développement du produit oublient dans la hâte de se pencher essentiellement sur la nécessité de créer un packaging, et aujourd'hui on parle de packaging design. Et pourtant, l'emballage ou le packaging que nous allons bientôt définir est l'un des meilleurs atouts de vente. C'était précisé tout à l'heure dans le discours d'ouverture. C'est même, selon beaucoup de spécialistes du marketing, un média décisif qui est porteur de l'image de la marque et de ses valeurs. C'est le packaging qui va déclencher l'acte d'achat. Généralement, lorsque nous allons dans les grandes surfaces, nous sommes attirés par le packaging et c'est par là que nous pouvons fonder notre décision d'achat du produit. Mais il est bien souvent négligé et c'est justement pourquoi nous voulons montrer son importance au cours de cette formation. L'emballage, chers internautes, est destiné à contenir et à protéger les marchandises, certes, et cela va des matières premières aux produits finis et cela permet aussi leur manutention et puis leur acheminement du producteur jusqu'au consommateur final. Cela assure aussi leur présentation par rapport au consommateur. Et suivant son utilisation, l'emballage est qualifié d'emballage de vente, d'emballage de groupage ou d'emballage de transport. Ces termes et ces nuances vous seront précisés tout à l'heure. Sa grande diversité, c'est-à-dire la diversité de l'emballage au niveau de son utilisation, fait que l'emballage peut prendre diverses formes. Nous pouvons voir sur notre marché des feuilles, des sacs qui font office d'emballage, des caisses, nous envoyons pour les champagnes généralement, des boîtes, des fûts, des bidons, etc. Tout cela constitue des emballages, des formes d'emballage que nous trouvons sur le marché. D'accord? Et ça peut être même en métal, en du bois, du plastique, etc. Néanmoins, la conception classique de l'emballage tend aujourd'hui à évoluer et intègre davantage la créativité et le design.
Donc, si vous concevez votre produit et que vous ne mettez pas de créativité dans l'emballage qui va contenir ce produit, vous allez voir que votre produit sera un bon produit, mais ne va pas attirer les consommateurs. Nous allons voir pourquoi et comment cette tendance peut contribuer aujourd'hui à distinguer un produit des autres. Dans cette communication, nous allons vous proposer de découvrir les étapes clés pour créer un packaging réussi. Ce sera dans la 5e partie de cette présentation. Voilà le mot introductif qui nous mène vers la définition du thème emballage. En français, nous pouvons aisément traduire emballage comme packaging. Packaging est de l'anglicisme. Et ce terme packaging combine bien le terme emballage et conditionnement en français. Je vous précise pour les néophytes que lorsqu'en français nous parlons d'emballage, cela ne veut pas dire totalement ce que l'anglais appelle packaging. En français, nous parlons d'emballage et nous parlons de conditionnement. Je donne par exemple ce contexte. Si vous prenez par exemple une bouteille de whisky, le produit est dans la bouteille et cette bouteille est protégée par un carton. Donc, la bouteille constitue pour ce whisky ce que nous appelons le conditionnement. Et donc, le conditionnement est toujours en contact direct avec le produit. Maintenant, pour donner plus de communication, plus d'attrait à ce produit, nous allons mettre maintenant ce conditionnement dans l'emballage. Et l'emballage va être comme un support de communication qui va donner des informations sur le produit, mais aussi un élément qui va pousser le consommateur à décider de l'achat du produit. Toutefois, dans un contexte marketing, ces deux termes ont une signification bien différente. Et là où emballage sert uniquement à protéger son contenu, le packaging arbore une autre fonction. Il constitue en effet un véritable outil de communication faisant partie intégrante du produit et il est donc un élément important que le design du produit. Quelques notions marketing rapidement. Nous savons que le marketing est fondé sur la règle que nous appelons la règle des 4 P ou la politique des 4 P. Ces 4 P sont products en anglais, puisque les 4 P sont d'origine anglo-saxonne. Le product que nous appelons en français la politique de produit, le price que nous appelons en français la politique de prix, place en français la politique de distribution et enfin promotion, politique de communication. Lorsque nous prenons l'emballage, nous sommes dans la politique de produit. Et dans la politique de produit, nous parlons essentiellement de la marque qui contient le nom, le sigle, le logo et le slogan du produit. Ce sont des éléments aussi qui sont porteurs de communication. Nous parlons de la gamme. Le produit peut avoir une gamme longue ou une gamme courte. Et nous parlons du packaging et enfin du cycle de vie. Voilà les éléments que nous mettons dans la politique de produit. C'est pourquoi je disais tantôt que l'emballage fait partie, bien le packaging fait partie de la politique de produit. Et la fonction de base du packaging, c'est que cela sert de support de communication, d'information et cela aussi a une fonction d'image et de communication par rapport au public. L'emballage est un objet qui est constitué de matériaux de toute nature et destiné à contenir et à protéger les marchandises allant des matières premières aux produits finis et à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur vers le consommateur. D'une façon globale, l'emballage d'un produit peut se définir comme dans le produit tout ce qui n'est pas le produit lui-même. Je reprends. On peut définir avec cette bouteille l'emballage comme dans le produit tout ce qui n'est pas le produit lui-même. L'emballage est alors un ensemble d'éléments vendus avec le produit pour en assurer la présentation, sa conservation ou son transport.
L'emballage est également souvent désigné sous le terme de packaging, comme je le disais tantôt, selon sa nature. Peut assurer aussi par le fabricant un élément pour pouvoir accélérer la vente. Il joue également un rôle dans l'information légale et commerciale du consommateur et sur l'expérience d'usage. Je mets fin à la définition sur le thème emballage, conditionnement, que nous appellerons facilement packaging pour combiner les deux notions. Quels sont les principaux éléments qui constituent l'emballage? Généralement, nous pouvons parler de papier, de carton, qui peuvent se répartir en trois grandes catégories: les papiers d'emballage, les cartons plats et les cartons ondulés. Nous pouvons aussi citer les papiers d'emballage qui se retrouvent notamment sous forme de sachets, de sacs, de petites, moyennes ou grandes contenances d'étiquettes. Nous pouvons parler aussi de cartons plats, essentiellement utilisés pour la fabrication d'emballages primaires, les étuis, les boîtes pliantes, principalement dans le domaine de l'agroalimentaire, de la beauté et de la santé. Nous pouvons aussi citer les cartons ondulés, qui sont des formes d'emballage, principalement un matériau d'emballage par rapport au transport, des caisses, des plateaux, etc. On y trouve aussi le verre qui est principalement utilisé dans le domaine de l'emballage pour la fabrication de bouteilles, de bocaux, de pots pour l'industrie agroalimentaire, d'ampoules, de flacons pour l'industrie pharmaceutique, d'accord, de flaconnage pour le secteur de la parfumerie et de la cosmétique. Les principales applications du bois, emballage en bois, dans l'emballage se classent en trois catégories. Il y a les emballages industriels, exemple de caisses d'emballage sur mesure, d'articles de tonnellerie, les emballages de manutention, par exemple les palettes et les caisses, et les emballages légers, d'accord, pour les fruits et légumes, les questos pour le vin, et puis les boîtes de fromage. Quelles sont les catégories? Nous pouvons parler d'emballage de vente ou emballage primaire, l'emballage de groupage ou l'emballage secondaire et l'emballage de transport que nous appelons encore l'emballage tertiaire. Voilà les trois grandes catégories d'emballage que nous avons. Dans ce cas, le but n'est pas seulement de faciliter la conservation, mais la manipulation et le transfert des produits. Et dans certains cas, il est également commercialisé car le bien est vendu dans cette présentation. Donnons l'exemple d'une boîte de taille moyenne, des boîtes pliantes et du carton ondulé. Les fonctions de l'emballage. Pourquoi l'emballage est-il nécessaire? Pour être performant, un packaging doit remplir plusieurs fonctions. En effet, lorsque vous élaborez un packaging, il est nécessaire de satisfaire tous les acteurs de la chaîne de distribution de ce produit. Et l'emballage et le produit qu'il contient sont indissociables l'un de l'autre. L'emballage accompagne le produit tout au long de son cycle de vie. Cet emballage doit notamment permettre de mettre à disposition de l'utilisateur ou du consommateur un produit aussi proche que possible de son état initial en sortie de production ou de fabrication. L'emballage doit ainsi gommer le temps de l'espace vis-à-vis du produit qu'il contient et contribuer à l'attrait qui conduit à l'acte d'achat du produit. En tant que contenant, l'emballage joue un double rôle dans la vie du produit qu'il contient. D'abord, un rôle technique, c'est-à-dire il protège le produit, mais aussi un rôle représentatif, c'est-à-dire que l'emballage habille le produit. Nous parlerons d'abord des fonctions techniques. Emballer un produit nécessite de prendre en compte plusieurs contraintes techniques. Avant tout, on se doit de rappeler qu'un emballage remplit des fonctions de conservation et de distribution.
On ne conditionnera donc pas un objet électronique de la même façon qu'une tablette de chocolat. C'est naturel. Alors, c'est par rapport au produit que nous devons penser la forme de l'emballage. Et pour garantir la qualité du produit qu'il contient, du stade de production ou de la ligne de fabrication jusqu'à l'utilisateur ou le consommateur, l'emballage doit permettre la conservation du produit et sa distribution. Cela se traduit par les fonctions contenir, être apte à la mécanisation, protéger, distribuer et informer. D'abord, nous prenons le rôle de protection ou de conservation. Premièrement, un packaging a pour rôle de contenir un produit, de le protéger et de bien le conserver. Or, en tant que contenant, il doit être compatible avec le contenu. Il va également devoir protéger le produit des conditions extérieures comme le froid, la chaleur ou les risques de choc. Le choix du matériau utilisé est donc à prendre en compte à ce niveau. D'où la nécessité de bien réfléchir à leurs spécificités, à leurs caractéristiques pour faire le meilleur choix. Rôle de distribution. Au niveau de la distribution, un emballage est directement lié au rôle d'un packaging, de groupage et de manutention. Ici, on va davantage penser aux problématiques de regroupement des produits pour former une unité de vente. On réfléchira également à la question du transport et à la présentation sur les lieux de vente. Quelques questions sont à poser. Est-ce que ceux-ci, disposés sur les linéaires en magasin, sont suffisamment optimisés pour attirer le consommateur? Mon emballage permet-il de transporter les produits efficacement et en nombre suffisant? Ainsi, on conseillera par exemple de privilégier les formes carrées à celles rondes afin d'éviter de perdre de l'espace dans les rayons par exemple. N'oublions pas que le packaging est la première chose que le client voit dans notre produit. Il s'agit donc d'un média, d'un support pour notre entreprise et c'est notre premier vendeur. Le packaging est notre premier vendeur. Alors, optimisons donc la conception pour en faire une vitrine efficace pour notre marque. Rôle d'alerte. L'emballage doit attirer le consommateur et l'interpeller. C'est ici que le design joue un rôle essentiel. Pensons à reprendre les codes de notre charte graphique et à mettre en avant nos couleurs référentes. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le vert dans votre charte graphique et lorsque vous allez concevoir l'emballage du produit, vous utilisez le bleu. Vous sortez de la gamme. Et donc, le choix des couleurs aussi au niveau du packaging est un élément important à prendre en compte. La forme et les matériaux de notre pack nous aident également à nous différencier de la concurrence. Nous l'avons dit dans l'introduction, nous assistons aujourd'hui à une concurrence rude où le tâtonnement et les bégaiements ne peuvent plus permettre de réussir dans cette optique. L'objectif reste alors d'attirer, de séduire et de déclencher l'acte d'achat auprès du client. Le packaging a aussi un rôle d'attribution. Si nous souhaitons être rapidement identifiés par les consommateurs, il faudra qu'ils nous relient immédiatement à notre univers. C'est ce que nous appelons l'attribution. Les potentiels acheteurs doivent comprendre ce que vous leur proposez dès le premier coup d'œil au risque de ne pas retenir leur attention et de passer à un autre produit qui va mieux attirer leur attention. Autre rôle du packaging, c'est le rôle d'information. Un packaging doit permettre aux consommateurs de s'informer un peu plus sur le produit. Quels sont ses composants? Est-il labellisé? D'où vient-il? Quelles sont les spécificités d'usage? Autant de questions auxquelles on peut trouver des informations sur le packaging. Alors, nous ne devons pas oublier d'apposer les mentions légales sur notre produit. On peut voir aussi cette fonction comme l'opportunité de mettre le focus sur notre valeur ajoutée
origine, bio, label, etc. Le positionnement fait partie aussi des fonctions. En outre, l'emballage va également exprimer le positionnement et la personnalité de votre marque ou de votre produit. Il doit refléter quelles sont vos cibles, vos clients, quelle gamme vous proposez. Votre cible devrait être capable d'évaluer immédiatement votre positionnement au prix et au packaging. Une dernière fonction, servir. Il est nécessaire que votre conditionnement, une fois acheté par le consommateur, facilite le transport et le stockage de votre produit. Alors, nous allons ajouter un bonus. Si ce n'est pas une fonction historique du packaging, il est aussi nécessaire de rappeler qu'aujourd'hui, il est inconcevable d'imaginer son packaging de demain sans prendre en compte sa durabilité, recyclabilité et éventuelle nocivité. Donc, nous devons créer notre packaging en pensant à demain. Nous ne pouvons pas créer ce que nous appelons le packaging girouette, c'est-à-dire qui suit le temps. Donc, si ça ne suit pas le temps et que c'est braqué sur l'actualité présente, lorsqu'il y aura une autre actualité, votre positionnement, votre, comment l'appelle-t-on, conditionnement sera déclassé. Travaillez alors au choix de vos matériaux. Pensez une seconde vie et optimisez son encombrement. Ainsi, toutes les fonctions citées précédemment aident à la conception d'un bon packaging utilisé de façon complémentaire et elles permettent une meilleure intégration dans les produits et à leur marché. Vérifions donc si notre emballage répond bel et bien à ces 7 caractéristiques et si vous voulez vous en assurer, faites appel aussi à des experts. Au total, les principales fonctions de l'emballage sont protéger le produit. Le produit doit être protégé et préserver les caractéristiques et sa qualité lors de l'arrimage et du transfert, et cela va permettre d'atteindre l'acheteur dans les conditions optimales. L'identification de la marchandise. Il fait référence à toutes les informations requises pour les autorités qui doivent être visibles. Par exemple, les caractéristiques physiques, les quantités, les propriétés chimiques, les données du fabricant, entre autres, etc. Rôle de stockage de produits pour faciliter le stockage pour l'utilisation ultérieure et le rôle de commercialisation. Et dans les présentations offertes au consommateur final, il doit être une présentation attrayante. Voilà, de façon générale, les grandes caractéristiques que nous venons de présenter par rapport au packaging. Venons-en à un cas pratique. Comment est-ce que nous pouvons créer une présentation attrayante de nos produits par rapport à son emballage? Donc, la création d'un packaging implique une multitude de choix stratégiques à la fois pour le produit, pour la marque ou pour toute l'entreprise qu'il est censé représenter. Décision après décision, le packaging aide ainsi une marque à se positionner sur un marché souvent saturé. Et c'est bien là, souvent, que la difficulté se présente. Car il faut être capable à la fois de respecter les codes en vigueur tout en proposant quelque chose de différent. Entre veille concurrentielle et parti pris stratégique, quels sont les grands axes de réflexion lors de la conception de mon packaging? Dans un contexte où les enjeux économiques et de sécurité ergonomique, réglementaires et écologiques sont particulièrement importants, le développement de nouveaux emballages et leur définition nécessitent une méthodologie spécifique, intégrant tous les aspects du cycle de vie de l'emballage, la prise en compte du couple emballage-produit et engageant alors une collaboration multidisciplinaire de véritables partenaires. C'est pour dire qu'une seule personne ne suffit pas pour créer un emballage attrayant. Nous avons besoin de plusieurs compétences. Techniciens de la communication, spécialistes du marketing, spécialistes de la réglementation, tout cela doivent jouer un rôle important
dans la conception. Le designer, d'accord, et puis va participer à la création de l'emballage. La méthodologie proposée comprend 3 phases, 3 grandes phases. Il existe plusieurs méthodologies. Donc, je vais donner la méthodologie simple qui comprend 3 grandes phases pour pouvoir créer votre emballage attrayant. D'abord, l'analyse fonctionnelle des besoins qui doit aboutir à l'élaboration de ce que nous appelons le cahier des charges fonctionnelles. Dans le langage technique, le jargon du métier, on appelle ça le CDCF. Ensuite, la proposition de solutions potentielles, leur validation, puis le choix d'une solution emballage. Donc, on fait d'abord un brainstorming où tout le monde va participer à donner des idées pour pouvoir donner la forme. C'est ça qui va nous permettre de créer le cahier de charges. Et alors, dans ce cahier de charges, nous allons passer par le tamisage jusqu'à arriver au choix de l'emballage requis. Et enfin, la description et la caractéristique de la solution qui est retenue, puis l'élaboration de ce que nous appelons le cahier de charges d'achat. Donc, grâce au processus du packaging design, le monde est beau, le monde est sain et ordonné. Que l'on parle de confiserie, de chocolat, de biscuits, les emballages de produits sont étudiés jusqu'au moindre détail. Et le design est roi aujourd'hui. Face à un univers de plus en plus concurrentiel, ne laissez pas passer cette opportunité pour faire émerger votre marque. En respectant les grandes étapes du processus, vous pourrez conditionner la première impression du client sur votre produit et même tout au long du cycle de vie de celui-ci. Maintenant, venons-en aux grandes étapes du processus du packaging. Quelles sont les grandes étapes que nous allons suivre? Il y a ce que nous appelons en marketing la règle des 20 premières secondes. Et la fameuse première impression. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle. La règle dit, vous n'aurez jamais une seconde chance de faire une bonne première impression. Je reprends. Vous n'aurez jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Si la première fois que le client va rentrer en contact avec le produit, il n'a pas aimé votre emballage, il le gardera toujours. Mais lorsque vous l'attrayez d'emblée par votre emballage, il est alors acquis à votre cause. Et quand il est acquis, il devient alors un ambassadeur de votre marque et pourra en parler à plusieurs autres amis. Avec les objets, c'est rigoureusement la même chose. Votre client potentiel jugera votre produit dans quelques battements de cils. Alors, suivons très bien pour voir quelles sont les grandes étapes de ce processus. Et ceci est un élément important dans le fait que, en termes de design, les spécialistes parlent aujourd'hui d'une approche systémique, c'est-à-dire où règne une interdépendance entre les étapes avec les allers-retours possibles entre marketing, technologie et aspect normatif. C'est pourquoi je disais tantôt qu'une seule personne ne suffit pas pour faire ce travail. Il faut un travail d'équipe. Si une entreprise n'est pas affûtée dans la définition de son offre, elle va le payer immédiatement. Celui qui maîtrise le design, maîtrise l'expression de l'entreprise et les signes qu'elle émet sont des signes de valeur perçue. Première étape, il faut savoir poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vends? Pour pouvoir créer votre emballage, première question au niveau de la première étape, qu'est-ce que je vends? Mon produit. Quelles sont ses caractéristiques? Ces caractéristiques physiques parlent de volume, de fragilité, de poids, etc. Et ce sont les impératifs d'emballage. Vous ne pouvez pas commencer à créer un emballage sans vous poser la question, qu'est-ce que je vends? Ensuite, qui achète mon produit? L'emballage de mon produit doit séduire le consommateur idéal que j'ai décidé de cibler. Ce sont les impératifs de ciblage. Donc, il y a d'abord les impératifs d'emballage et les impératifs de ciblage. Si je ne connais pas ceux
qui doivent acheter mon produit, je ne sais pas comment est-ce que je dois mettre les éléments, qu'est-ce qu'il faut mettre pour pouvoir les toucher dans leur corde invisible. Comment est-ce que les acheteurs achètent-ils mon produit? Est-ce que c'est par Internet? Est-ce que c'est en boutique? Ce sont ce que nous appelons les impératifs logistiques. Quatrième question, quel est mon budget? Mon investissement packaging est-il réaliste par rapport à mes objectifs d'image et de vente et par rapport au prix de vente de mon produit? C'est ce que nous allons appeler alors les impératifs économiques. Donc voilà les 4 grands impératifs qui se posent à nous lorsque nous voulons créer notre packaging, notre emballage. Nous sommes toujours dans la première étape. Les réponses à ces 4 questions vont vous servir de guide tout au long du processus de création et vous aideront à prendre les décisions qui vous attendent. Dans cette première étape, toujours, on va faire naître des hypothèses de travail ou orientation créative que vous allez devoir hiérarchiser. Et le choix d'une direction qui va répondre au mieux au cahier des charges n'est toujours pas facile. Entre 2 ou 3, mon cœur balance pour citer Daouda à ce niveau. Donc, les gens qui vont participer à la création du packaging, comme nous sommes dans la première partie, on a dit qu'on fera un brainstorming, les propositions seront là. Et quand nous allons faire le tamisage pour arriver à la solution optimale, nous allons voir qu'il y a 2 ou 3 propositions qui sont très bien et on va douter sur celles qu'on va élaguer, celles qu'on va garder. Et avec le travail d'équipe et l'explication sur le contenu, on arrive toujours à trouver le modèle idéal pour nos consommateurs. D'où l'importance de définir dès le début des critères objectifs et concertés qui doivent permettre le choix du concept final. Si on n'a pas défini les objectifs de départ par rapport aux critères, alors nous allons voir que nous ne pouvons pas être d'accord et nous concerter sur le choix final de notre emballage. Selon la complexité du produit, la conception peut se faire avec ou sans l'intervention d'un designer ou d'un directeur artistique. Si vous avez cette chance, alors laissez-vous guider par son expertise. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous-même aller à cette créativité et donner les informations nécessaires par rapport aux étapes que nous sommes en train de suivre. On dit généralement qu'il y a 3 couches dans le packaging. Le packaging extérieur, le packaging intérieur et le packaging du produit. Votre produit aura besoin d'une seule, de 2 ou de 3 de ces couches à la fois. Alors, développement et aboutissement du concept. Le développement du concept doit permettre de tester son réalisme sur la base de critères de qualité perçus. Et les maquettes ou échantillons vous aideront dans votre réflexion. Avec la dernière phase, on rentre vraiment dans le concret. Elle permet de rendre manufacturable le concept. Tout ce qu'on a créé dans la première étape. Le choix qu'on va faire au niveau de la seconde étape pour tamiser et retenir la solution optimale vous permettra de rendre manufacturable le concept, c'est-à-dire de rendre réalisable le concept, de résoudre les éventuels problèmes techniques et de réduire les risques, de recadrer le coût et de parfaire le résultat. Gardez généralement à l'esprit que le design se juge sur le produit final, sa qualité de réalisation, d'accord, et pas seulement sur l'idée. L'interaction design-ingénierie doit être aussi efficace. Il existe aujourd'hui des logiciels qui vont vous permettre de pouvoir réaliser cela au moment venu. Nous pouvons peut-être aussi partager ces logiciels, voir comment est-ce qu'on peut l'acquérir et voir comment est-ce qu'on peut arriver à travailler là-dessus. Vous pouvez aussi faire appel à des graphistes si vous en avez, d'accord, pour vous fournir des maquettes de votre design. Et la première est destinée à l'impression en 2D et puis l'autre à l'imprimer en 3D. Le logiciel aussi permet de faciliter ce travail. Vous pouvez également créer vos propres maquettes en imprimant sur le design du papier ou en assemblant les différentes parties de votre emballage. Un logiciel, Mon Packaging, que j'ai découvert récemment, aussi est un
élément qui nous permet aussi d'imprimer en 3D par rapport à la maquette. Et sur l'écran, en 3 dimensions, vous êtes maintenant prêt à donner feu vert pour le BAT. Le BAT, c'est le bon à tirer. C'est une expression que nous utilisons dans le jargon de l'imprimerie. Quand vous voyez que l'idée que vous avez dégagée au niveau de la deuxième partie est concrétisée au niveau de la troisième partie, vous donnez alors le bon à tirer. C'est-à-dire que vous êtes d'accord pour que le format, comment on l'appelle, la charte graphique qui doit être sur le logo, sur l'emballage, est accepté et vous donnez l'autorisation de pouvoir faire la première impression pour que vous puissiez vérifier au niveau de l'équipe de travail pour voir si cette maquette peut être retenue et servie d'emballage pour votre produit. Si vous êtes d'un naturel perfectionniste, alors laissez passer une nuit et posez-vous alors une dernière question sur les 3 suivantes. C'est-à-dire que vous avez déjà choisi. On a fait une impression, vous voulez regarder pour donner le bon naturel, on peut encore laisser du temps pour réfléchir, voir si nous avons bien choisi ou si on peut encore faire quelques changements. Est-ce que l'emballage donne une bonne idée de notre contenu? Nous sommes en train de vendre des pâtes et on voit sur le, comment l'appelle-t-on, sur le packaging des, comment l'appelle-t-on, des sauces de tomates. Vous allez voir que vous ne donnez pas l'impression de ce que vous vendez. Est-ce que votre packaging représente votre produit avec honnêteté? Il ne faut pas mentir dans la conception du packaging parce que quelquefois, il y a des packaging qui attirent, mais à la fin, quand vous regardez dans la boîte, ce qui est ne correspond pas avec le dessin ou l'image qui est représentée sur l'emballage. À quoi le packaging ressemblera-t-il en magasin? Si vous vous posez ces 3 questions, que vous trouvez les solutions à ces 3 questions, vous êtes sûr de pouvoir trouver le bon packaging pour votre produit. En marge de ces étapes, le processus de design ne sera vraiment achevé qu'à l'observation de la satisfaction finale des clients ou acheteurs. Cette observation constitue le point de départ d'une nouvelle réflexion nourrissant déjà de futures idées. Parmi les choix stratégiques de la création de votre packaging, il y a l'identité particulière que vous offrez à l'ensemble. Pensez comme un consommateur. Il faut toujours être à la place du consommateur. Si j'étais à sa place, comment est-ce que je vais juger ce que moi je propose? Le problème, c'est que 99% du temps consacré au développement d'un nouveau packaging se déroule dans les bureaux, à milieu des points de vente où le produit est destiné, où le produit sera acheté. Or, puisque 76% des décisions d'achat sont prises sur le lieu de vente, vous avez tout intérêt à envisager le packaging dans un contexte plus global. Si vous ne vous mettez pas à la place du client pour pouvoir cerner sa psychologie, vous allez fabriquer des conditionnements, des packaging qui ne seront pas à la hauteur parce que ne cadrant pas avec les velléités des consommateurs. L'identité de votre packaging devra prendre en compte à la fois le lieu de distribution du produit, le temps utilisé pour créer un dialogue entre la marque et le consommateur, la valeur ajoutée ou la petite touche en plus que le packaging est censé offrir aux produits vendus. Stratégie marketing et créativité doivent se fondre l'un dans l'autre à chaque étape du processus, le tout en respectant toujours le caractère essentiel du produit. Du reste, place à l'imagination. Par le design seul et par la forme ou les matériaux, il est déjà possible de se démarquer. Et si vous y ajoutez un petit quelque chose en plus, alors vous voilà capable de sortir du lot. Un vent d'honnêteté. Plus question d'informations trompeuses ou fausses illustrations sur le packaging, je viens de le dire tantôt. La grande tendance est à la transparence et à la simplicité. Osez le naturel, partagez ouvertement vos valeurs et vos propositions et permettez aux consommateurs de retrouver facilement les informations qu'ils recherchent sur votre packaging. L'usage de réutilisation. On aime aussi la réutilisation parce qu'elle permet de créer la surprise et d'éviter les emballages déchets.
soyez inventifs pour être durable, quitte à sortir de votre zone de confort. Parce qu'il y a des emballages que les gens aiment parce qu'ils savent que quand ils achètent et qu'ils utilisent le produit, cet emballage peut leur permettre encore de faire autre chose. C'est aussi des éléments qui doivent nourrir vos réflexions pour que l'emballage puisse être attrayant. Le message, le public ciblé, le ton employé et le positionnement de la marque, tout passe par la couleur. Il faut savoir aussi que 85% des acheteurs se basent avant tout sur la couleur dominante du packaging et que 90% des décisions d'achat sont impulsées grâce aux facteurs visuels. La couleur est à ce point fondamentale et alors nous devons veiller à choisir cette couleur en accord avec son produit, sa marque dans sa globalité. Par exemple, si vous voulez utiliser le rouge, il faut savoir quels sont les attributs liés au rouge. Violence, quelquefois, mais pouvoir également. Le rose, tranquillité, féminité, senteur favorable. Il faut savoir pour quel produit utiliser quelle couleur. L'orange exprime la santé, l'énergie et la chaleur. Le bleu, la propreté, la fraîcheur et la sérénité. Le vert, nature et bien-être. Le violet, la magie, la créativité, le luxe. Le jaune, l'optimisme, la santé, la vitalité, etc. Beaucoup de connotations liées aux couleurs, en sachant aussi que c'est à nuancer selon les cultures. La pénultième étape, c'est la normalisation et réglementation. On ne peut pas fabriquer le positionnement au hasard. Il existe aujourd'hui des normes que nous devons connaître. Et ces normes, c'est le résultat d'un consensus de l'ensemble des parties concernées. En cela, il s'agit de documents de référence. Par contre, les normes n'ont pas de caractère obligatoire, sauf dans le cas où une décision ministérielle fait obligation d'appliquer une norme donnée. Concernant le secteur de l'emballage, les normes peuvent être classées en 6 catégories. D'abord, les normes de terminologie indispensables pour toute autre norme. Ensuite, les normes dimensionnelles, notamment dans le cadre de la coordination dimensionnelle des systèmes de distribution. Ensuite, les normes d'essai, d'analyse qui définissent les moyens et les méthodologies à mettre en œuvre pour déterminer une caractéristique d'un matériau ou d'un emballage. Quatrième norme, norme de construction de produits qui fixe notamment les formes et les dimensions des emballages, les caractéristiques des matériaux constitutifs, etc. Les normes de performance qui prennent en compte les contraintes d'utilisation et les distributions auxquelles sont soumises l'emballage concerné. Et enfin, les normes relatives au système de management de la qualité, les normes relatives à l'environnement et à l'hygiène, puis à la sécurité. L'emballage et la certification. Dernier point à aborder au cours de cette présentation. La certification se définit alors comme la procédure par laquelle une tierce partie donne l'assurance écrite d'un produit, un processus ou un service conforme aux exigences spécifiques. La tierce partie est une personne ou un organisme reconnu, indépendant des parties en cause, c'est-à-dire le fournisseur et l'acheteur, par exemple, pour le sujet en question. La certification peut concerner aussi les produits ou les systèmes d'assurance, de qualité ou de management environnemental des entreprises. Si vous certifiez vos produits, vous êtes sûr que au niveau de la contrefaçon, vous pourrez aussi tenter des procès par rapport aux contrefacteurs. Aujourd'hui, avec l'INPITS qui est au Togo, vous pourrez peut-être breveter vos emballages. La certification ou certificat qui matérialise cette démarche constitue alors un mode de preuve qui permet aux fabricants, dans le cadre de ces relations avec les clients et fournisseurs, d'attester de la conformité ou de la qualité des emballages qu'ils commercialisent. Nous allons conclure en disant que l'emballage procède toujours celle du produit final.
son design est un atout de séduction essentiel pour votre marque en créant une bonne première impression. Cette impression qui se répercutera sur le degré d'acceptation future de votre produit. Ne laissez pas passer cette opportunité, car en marketing, l'habit fait souvent le moine. La façon dont vous allez habiller votre produit attirera le client vers ce produit-là. C'est ce que nous voyons en première partie, c'est que ce que l'on retient parfois, c'est plus encore que le logo. C'est aussi ce qui va nourrir une imagination et façonner notre première impression du produit proposé. Une première impression qui peut parfois ne pas être celle que la marque souhaitera véhiculer. Si vous donnez une bonne impression, si vous soignez votre packaging, vous allez voir que la première impression que le client va avoir dans les rayons, en choisissant votre produit, cette impression va le conduire à adopter pour toujours votre marque. Alors, essayons de marquer nos clients par rapport à la façon dont nous allons concevoir aujourd'hui nos packaging pour que cela nous soit un média qui décide le client à acheter, pour reprendre les expressions de Ogilvy. Et cela passe par de nouveaux choix stratégiques liés à votre packaging. Une fois remarqué pour sa forme originale et ses couleurs bien tranchées, le packaging sera souvent scruté attentivement puis pris en main. Ajoutez aussi quelques jeux de relief en surface et optez pour des textures particulièrement qui vont vous permettre d'en dire un peu plus sur vous à tous les niveaux et de montrer au consommateur que vous avez pris soin de parfaire son expérience. Construire votre image de marque et la partager avec le public vous aidera ainsi à garantir la reconnaissance du produit sur le long terme. Vous différencier en proposant quelque chose qui ne ressemble qu'à vous, c'est-à-dire se différencier des concurrents. Et puis, fidéliser le client en créant de la valeur pour votre gamme. Voilà des points que vous allez mettre en œuvre pour que votre packaging puisse attirer. En définitive, pour que votre packaging soit attrayant et que le client puisse l'adopter, 1. Travail de brainstorming. Donnez toutes les idées. Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que mon produit apporte au client? Qui achète mon produit? À partir de cette première étape, nous allons dégager les idées essentielles pour la construction de notre packaging. Deuxième étape, tamisage et arriver au choix. Quelle est la forme que je vais donner? Quelles sont les couleurs que nous allons imposer? Quelle image nous allons mettre sur notre packaging? Enfin, on fait un choix. Et après le choix, nous allons aussi réfléchir pour voir si ce choix-là permet de satisfaire le client en nous mettant à la place du client. Chers internautes, chers entrepreneurs, nous allons conclure cette communication avec cette citation de Charles Darwin que j'aime bien et avec laquelle je conclue souvent mes présentations. Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit et la plus intelligente, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. Vous connaissiez beaucoup d'éléments avant sur le marketing, sur le packaging, mais aujourd'hui, sur les techniques que nous avons apprises et sur les méthodologies à utiliser pour pouvoir créer un packaging attrayant, vous êtes capable aujourd'hui de changer votre monde commercial pour pouvoir créer des packaging qui vont emballer les clients, comme le nom le dit, emballage, emballer vos clients pour que les clients soient acquis à votre cause et dès qu'ils sont acquis à votre cause, ils peuvent être fidélisés et constituer pour vous des ambassadeurs de votre marque. C'est sur ces mots d'espoir que je vais mettre fin à ce webinaire en disant un grand merci à vous, à la direction générale de ANGPF et spécialement à la directrice générale, Madame Nakanya Singbe de Souza, et à son équipe qui ne cesse de travailler pour que les entrepreneurs puissent réussir dans leur secteur pour le bien de notre pays
Je vous remercie. Et, mesdames et messieurs, nous remercions le formateur Dr Thomas Kato et afin de développement on ne peut plus clair du thème du MDE de ce jour qui s'intitule « Quel emballage pour une présentation attrayante de son produit ?» Nous allons présenter le résumé de la formation de ce jour. Premièrement, le formateur a indiqué qu'il est indispensable pour une marque de proposer un excellent emballage pour lui permettre de se distinguer de la concurrence. En effet, l'emballage crée un lien entre la marque et le client parce qu'il est le média décisif qui diffuse l'image de la marque et ses valeurs. Dr Kato a défini l'emballage comme tout objet constitué de matériaux de toute nature destiné à contenir et à protéger les marchandises, notamment les matières premières et les produits finis. L'emballage assure la présentation, la conservation et le transport adéquat des marchandises du producteur au consommateur. Deuxièmement, nous pouvons retenir 4 principaux éléments qui servent d'emballage, notamment le carton, le verre, le bois et le plastique. Les papiers carton regroupent les papiers d'emballage. Nous pouvons parler des sachets, des sacs. Les cartons plats, notamment pour les produits agroalimentaires, de la santé, du luxe. Le carton ondulé, qui prend en compte les emballages de transport, notamment les caisses, les plateaux. Le verre et le plastique permettent de fournir des bouteilles et des bocaux, des pots également pour l'industrie agroalimentaire, des ampoules, des flacons pour l'industrie pharmaceutique, le flaconnage pour le secteur de la parfumerie et de la cosmétique. Et enfin, le bois qui permet de constituer des emballages industriels, notamment des caisses, les emballages de manutention, entre autres les palettes, et les emballages légers, les caissettes pour le vin. Troisièmement, nous avons appris qu'il existe 3 grandes catégories d'emballages. Les emballages de vente ou emballages primaires. On donner comme exemple les boîtes de conserve métalliques, les emballages de groupage ou emballages secondaires, ou entre autres les packs en carton de boîtes de boissons, et enfin les emballages de transport ou emballages tertiaires qui sont représentés par de grands cartons contenant les cartons d'emballage secondaire. Quatrièmement, le formateur a relevé qu'un emballage performant doit remplir 4 fonctions essentielles. La protection du produit. Le produit doit être protégé et conserver ses caractéristiques et sa qualité. Cela permet d'atteindre l'acheteur dans les conditions optimales. Deuxième fonction, c'est l'identification de la marchandise, qui fait référence à toutes les informations requises par les autorités qui doivent être visibles. Par exemple, nous pouvons donner les caractéristiques physiques, les quantités, les propriétés chimiques, les données du fabricant, entre autres. Troisième fonction, c'est le stockage des produits. Permet de faciliter le stockage pour une utilisation optimale des produits, ultérieure des produits. Et enfin, la quatrième fonction de l'emballage, c'est la commercialisation. Dans les présentations offertes au consommateur final, il doit avoir une présentation attrayante. À présent, nous allons passer à la séance des questions-réponses. Nous allons vous donner la parole, chers participants, afin que vous puissiez poser toutes vos questions. Le formateur va répondre au fur et à mesure. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez lever la main ou écrire dans la barre de discussion vos questions. Donc, la parole est à vous, chers participants. La parole est à qui veut la prendre. J'ai déjà vu une question dans le chat. Nous avons une question de M. Didier. M. Didier voudrait savoir, Dr Kato, une idée sur le packaging d'un produit, service. Plus précisément, comment faire l'emballage d'un service, formation par exemple. Lorsque nous prenons une formation, une entreprise qui est dans le domaine de la formation, comment faire un emballage? C'est une question de M. Didier. Vous avez la parole. Oui, nous sommes dans ce cas, dans le cadre des services. Lorsque nous parlons d'emballage, ce sont des éléments factuels. D'accord? Ce sont des produits qu'on peut toucher. Au niveau de la formation, on ne peut pas parler d'emballage, mais peut-être
les outils que vous allez utiliser pour communiquer sur, comment l'appelle-t-on la formation, ce sont les supports, d'accord, visuels que vous pouvez utiliser. Ça peut être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, des outils digitaux, ça peut être des outils tangibles comme des flyers aujourd'hui, comme des catalogues, voilà, que vous pouvez faire pour pouvoir communiquer sur votre formation. Mais en tant qu'emballage, c'est pour des produits tangibles, des produits que vous savez ce que vous pouvez toucher et non le service. Mais les supports existent comme je l'ai dit tout à l'heure, les flyers, les catalogues, etc., sur lesquels on peut présenter des formations au niveau des services. Merci. Est-ce que j'ai répondu à sa question? Oui, vous avez répondu à la question de M. Didier. Nous espérons qu'il est satisfait de cette question. Nous avons la main d'un participant qui est levée, M. Benoît Godonou. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît, pour poser votre question. Monsieur Benoît Godonou, vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Bon, Monsieur Godonou n'est visiblement. Il a un problème sûrement avec son micro. D'accord. Nous allons passer à une autre question que je vois dans le chat. Ça, c'est une question de, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, le nom que je vois, c'est Baromi. J'aimerais que le formateur nous rappelle la différence entre conditionnement, emballage et packaging. Donc, docteur Akato, s'il vous plaît, quelle est la différence entre conditionnement, emballage et packaging? Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur. Belle question. Nous l'avons dit tantôt. Ce que vous devez savoir, c'est que le mot packaging, c'est de l'anglicisme, je l'ai précisé, mais nous l'utilisons aujourd'hui très fréquemment en français. Et je disais tantôt que le mot packaging combine à la fois les deux mots français que nous appelons emballage et conditionnement. Qu'est-ce que nous appelons conditionnement? Le conditionnement, c'est l'élément qui est en contact direct avec le produit. C'est un emballage, certes, mais emballage que le produit touche. Quand je prends, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, les ampoules buvables, l'ampoule qui contient le produit que nous allons prendre, c'est du conditionnement. Mais vous allez voir que cette ampoule est disposée dans du carton et c'est avec ce carton qu'on communique les informations sur le produit-là. Ce carton est alors l'emballage. Et c'est ce que nous devons soigner puisque c'est ça qui est en contact direct avec le client. Dans les rayons, dans une boutique, dans un supermarché, c'est ce que nous voyons d'abord. Et lorsque nous allons voir un produit qui va nous attirer par rapport à son conditionnement, par rapport à son emballage, par rapport à son packaging pour parler anglicisme, pour rassembler les deux, cela nous permettra d'acheter le produit ou bien de faire le choix du produit. Récapitulons, conditionnement, c'est l'élément qui est directement en contact avec le. Si nous prenons l'eau minérale, la bouteille d'eau là, c'est le conditionnement. L'eau touche la bouteille, mais cette bouteille d'eau est placée alors dans un carton, selon le cas, carton de 12, carton de 24, etc. Voilà, donc c'est ce carton que nous appelons emballage. Je ne sais pas si notre entrepreneur a bien compris. Et les deux là, emballage et conditionnement, l'anglais l'appelle packaging. Quand l'anglais dit packaging, il parle des deux en même temps. Merci, Dr Akato, pour la réponse apportée à aux chers participants. Nous avons une troisième question dans le chat. Comment pouvons-nous faire un emballage pour une entreprise d'agence immobilière? Donc, c'est M. Frédéric Poda qui pose la question de savoir comment pouvons-nous faire un emballage pour une entreprise d'agence immobilière. Docteur, vous avez la parole. Oui, sa question rejoint la question de Didier de tout à l'heure parce que le travail de l'agence immobilière, nous sommes dans le cadre des services. D'accord? Ils ont des propositions à faire aux clients pour l'achat de terrains, de meubles, d'immeubles, etc. Et donc, pour pouvoir communiquer sur ces services, ils peuvent
généralement utiliser des supports, d'accord, comme du papier pour pouvoir imprimer les informations sur les services qu'ils rendent. Ils peuvent faire des communications sur les outils digitaux. Aujourd'hui, faire des conceptions de maquettes et diffuser dans les groupes WhatsApp, sur Instagram, Facebook, etc. D'accord, ils peuvent créer des catalogues dans lesquels on peut trouver les services qu'ils veulent, comment l'appelle-t-on, vendre au public, mais nous ne pouvons pas leur dire, puisque dans le domaine, comment l'appelle-t-on, immobilier, nous, on n'a pas un produit tangible comme ça que nous allons emballer et exposer. Nous ne pouvons pas prendre une maison, aller l'emballer et vendre. Nous ne pouvons pas en prendre un villa ou un terrain, emballer et vendre, mais nous pouvons mettre les photos de ces produits-là sur un support qui va attirer les gens pour pouvoir acheter leurs produits. Donc, nous sommes dans le même cadre avec Didier qui a posé des questions sur les services de formation tout à l'heure. Merci, Dr Akato, pour la réponse apportée. Nous avons une question qui touche les produits agricoles. Cette question est de M. Honoré Combatté. Donc, docteur, peut-on concevoir des emballages pour certaines catégories de produits tels que l'igname? Donc, la question c'est, est-ce qu'on peut concevoir des emballages pour certaines catégories de produits tels que l'igname? Docteur, vous avez la parole. Nous sommes, quand nous parlons d'emballage, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans le cadre de la créativité. C'est nous qui devons créer, c'est la créativité. Et donc, aujourd'hui, nous savons que ce sont les ignames, patates douces, oranges, c'est ce que nous appelons les denrées périssables. Est-ce que conserver dans des boîtes où ça sera, avec la chaleur, ne va pas peut-être avoir des impacts sur le produit? Sinon, c'est à nous de voir, de faire des packs, puisque les ignames généralement se vendent par paquet de 3, de 40, etc. Si vous pouvez avoir un carton qui va rassembler les 40 pour pouvoir les vendre, alors que généralement, sur ces produits-là, les gens veulent regarder pour voir quelle est la nature, quelle est sa qualité, parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent, quand ils voient, ils savent que ça c'est l'abocor, ça c'est telle catégorie. Donc, on peut ouvrir, découvrir avant de pouvoir faire le choix. Si vous avez les moyens de le concevoir, c'est pas grave, c'est la créativité qui est ici en jeu, mais c'est à nous de voir quelle forme donner à cela pour que ça puisse attirer plus les gens. Mais sachez que dans notre, comment l'appelle-t-on, secteur, dans notre environnement actuellement, si vous faites cela, ce n'est pas parce qu'il a fait l'emballage que la personne viendra prendre le carton et partir en même temps, parce qu'ils vont vouloir l'ouvrir, vérifier, comme nous le faisons chez nous. On va dire, non, changez-moi celui-ci, changez-moi celui-là. Donc, ce sont des cas auxquels nous pouvons faire face dans ce domaine. D'accord. Merci, docteur. Nous avons enfin une question d'une dame, Madame Roselyne Prisca, qui voudrait savoir, pour les farines infantiles, quel est l'emballage qui est adéquat? Donc, je répète, pour les farines infantiles, quel emballage est adéquat? Docteur, vous avez la parole. Merci. Farine infantile, vous avez dit qu'il faut que ça soit protégé du froid. D'accord? Il faudrait que ça ne soit pas à l'air libre pour être périmé rapidement. Et donc, il est conseillé souvent des boîtes comme ce n'est pas pour faire la publicité à quelque produit que ce soit, comme les boîtes de blédine par exemple, d'accord, qu'on peut utiliser pour pouvoir faire ces produits bien protégés pour que l'air n'y entre pas, parce que c'est l'air qui va endommager le produit plus tard. Donc, il faut que ça soit bien protégé. Donc, les boîtes sont conseillées, d'accord. Nous pouvons aujourd'hui proposer les conditionnements des packaging en carton à partir du moment où nous savons que les cartons sont bien protégés. Ce n'est pas plus, il existe aujourd'hui des cartons qui sont imperméables. Si nous pouvons arriver à cela, c'est bien. Sinon, les boîtes sont les meilleurs conditionnements pour cette catégorie de produits parce que cela doit le protéger contre les agressivités de l'extérieur. Okay. Merci, docteur. Nous avons un participant ou une participante qui a posé 2 questions. La première question, c'est pourrions-nous avoir le support de votre communication? Donc, je pourrais déjà répondre à cette question. Pour l'avoir, s'il vous plaît, chers participants, veuillez inscrire votre adresse électronique dans le chat.
mettez votre adresse électronique. À la fin de la formation, nous allons vous envoyer le support de formation. La deuxième question, pourrions-nous avoir la liste des sociétés d'emballage ou d'éventuels échanges? En fait, la question que vous posez, chers participants, est-ce que c'est au Togo ou à l'étranger? La question n'est pas précise. Bon, chers formateurs, je vous laisse la parole pour répondre à cette question. Je ne vais pas aussi faire de la publicité à certaines entreprises. Il existe des entreprises aujourd'hui au Togo qui sont spécialisées dans l'emballage. D'accord? Je n'ai pas la liste avec moi ici. D'accord? Mais je crois qu'avec la NGPF, s'ils peuvent avoir, donc c'est de prendre contact avec l'agence et avoir ces entreprises. Merci, docteur. Merci, docteur, pour votre réponse. Une dame également qui nous pose une question. Quelle est la place de l'étiquetage dans l'emballage? Donc, quelle est la place de l'étiquetage dans l'emballage? Docteur, vous avez la parole. L'étiquetage, c'est de l'emballage. L'étiquetage, c'est de l'emballage. Si vous prenez par exemple, vous savez, il existe des produits pour lesquels le conditionnement seul est utilisé. C'est-à-dire qu'ils ont le conditionnement, mais ils ne mettent plus le produit dans un carton pour pouvoir le protéger et communiquer. Mais pour pouvoir avoir l'information sur ces produits-là, on met l'étiquette qui est un support de communication qui va décrire les caractéristiques du produit, le mode d'emploi, etc. Donc, l'étiquetage, c'est de l'emballage. Eh bien, madame, l'étiquetage, c'est l'emballage, comme le docteur vient de le dire. Une autre question, comment pouvons-nous vendre des produits à un prix abordable avec un emballage attrayant, vu le prix des emballages? Donc, docteur, Répétez la question, s'il vous plaît. Comment pouvons-nous vendre des produits à un prix abordable avec un emballage attrayant, vu le prix des emballages? En fait, si je comprends bien la question, le participant voudrait dire que vu la cherté de l'emballage, comment peut-on vendre un produit à un prix abordable? Docteur, vous avez la parole. Oui, à partir du moment où vous allez créer des emballages qui sont attrayants, donc je crois que vous allez avoir aussi, à partir du moment où vous touchez les cordes invisibles des clients, ils sont intéressés par vos produits, vous allez gagner par rapport au nombre de vos clients. Et plus les clients augmentent pour vous, vous allez faire ce que nous appelons l'économie d'échelle. Et c'est cela qui vous permettra de pouvoir, avec le temps, diminuer comment l'appelle-t-on, le prix. C'est à nous de voir par rapport à nos moyens, puisque nous avons dit ça dans les conditions, dans les étapes de création. On a posé une question, la dernière question, les 4 questions là. Quel est mon budget? Et donc, c'est en fonction de mon budget que aussi je dois arriver. Vous allez voir qu'il existe des produits qui ont changé leur emballage au fil du temps. Si nous prenons même au Togo, nous prenons les produits comme Voltic, comme Ovital, vous allez voir que les choses changent. Quand vous prenez les bouteilles de Coca-Cola, ça a changé avec les années. Plus vous faites bien et que les clients augmentent pour vous, vous avez plus de moyens, et plus vous avez des moyens, plus vous investissez dans la communication, plus vous aurez encore d'autres clients qui seront attirés par votre. Donc, au départ, regardez votre budget, faites ce qui est à votre taille, et comme cela va commencer par intéresser les gens, plus ils seront intéressés, plus vous aurez des clients, plus vous allez vendre, et plus vous allez chercher à investir dans la communication, dans le marketing, pour pouvoir impacter vos clients. Merci, docteur. Une question qui a trait aux farines infantiles. Oui. La dame qui avait posé la question tout à l'heure revient. Vous avez parlé tout à l'heure pour les boîtes à fond d'aluminium. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut obligatoirement utiliser les boîtes à fond d'aluminium ou on peut utiliser des boîtes en plastique? Parce qu'elle parle de farine infantile fait maison. Est-ce qu'on peut utiliser, la question c'est, demande si on peut utiliser également les boîtes en plastique. Docteur. Bien sûr, on peut utiliser les boîtes en plastique à partir du moment où c'est bien fermé et que cela ne va pas faire rentrer de l'air. Ça peut y aller. Il n'y a pas de problème pour cela. J'ai même parlé tout à l'heure de carton. À partir du moment où il existe des cartons aujourd'hui qui sont imperméables, à partir du moment où l'air ne va pas entrer dans cette boîte, je crois qu'il n'y a pas de problème pour cela. Pas de problème. Ils peuvent le faire en plastique. Ils peuvent même faire ça
avec des sachets. À partir du moment où le sachet sera bien fermé, l'essentiel, c'est de protéger le produit contre la température ambiante, contre l'air qui va rentrer dans le produit. C'est tout ça. D'accord, merci docteur. Donc, chers participants, vous pouvez également utiliser des boîtes en plastique. Les verres, pas de problème. Merci docteur. Et je lis une question. Pouvez-nous nous élucider ou nous expliquer les catégories d'emballage accompagnées d'exemples? Donc, c'est la question que je lis. Hein. Est-ce que vous pouvez donner des différentes catégories d'emballage avec des exemples, docteur? Oui. Nous avions dit tout à l'heure que quand vous prenez les emballages primaires, d'accord, quand on prend une boîte de tomates, vous voyez comment est-ce que c'est protégé avec, c'est aussi une boîte à aluminium, d'accord. Maintenant, quand vous prenez les caisses de vin, comment on l'appelle, emballage tertiaire, le vin même est déjà conditionné dans la bouteille. Mais pour pouvoir assurer son transport du lieu de fabrication vers le lieu de vente pour le consommateur final, vous allez voir que ces conditionnements-là sont encore placés dans des caissons qui vont permettre de pouvoir transporter. Quand vous prenez, comment l'appelle-t-on, l'emballage secondaire, je prends nos portables que nous utilisons. Quand on prend un portable, vous savez que ça peut se casser facilement. On met d'abord un élément à l'intérieur pour le protéger avant de le remettre dans un carton. Et s'ils sont en grand nombre, on va le remettre dans des boîtes pour pouvoir assurer leur protection. C'est cela que nous appelons les différentes catégories. Emballage primaire, pour le produit qui est en contact direct avec le produit, emballage secondaire pour pouvoir assurer son transport et emballage tertiaire pour pouvoir faire de longs voyages. Vous allez voir que quand vous prenez même des voitures, vous allez voir que c'est mis dans des conteneurs pour quitter peut-être un lieu de production pour arriver ici, pour que ça ne soit pas peut-être abîmé, etc., etc. Je ne sais pas si vous avez compris. Okay. Merci, docteur. Il y a une question qui concerne le domaine de la boulangerie et de la pâtisserie. Oui. Donc, la participante souhaiterait savoir est-ce que les conditionnements utilisés ou l'emballage utilisé dans le domaine de la boulangerie et de la pâtisserie, est-ce que cela n'a pas un impact négatif ou un effet négatif sur les produits? Dans le domaine de la pâtisserie, quel est l'emballage qui est souvent utilisé? Ils protègent ça dans des comment on l'appelle, dans des caisses vitrées. C'est ça, non? C'est juste pour que les insectes, les mouches, voilà, ne viennent se déposer sur le produit. Je ne pense pas que c'est essentiellement cela, puisque c'est un produit fabriqué avec des pâtes. Si vous le mettez dans quelque chose qui est... Les salles sont généralement aussi climatisées. Hein. Si c'est à la merci de la chaleur, ça peut aussi avoir des impacts sur ça. Donc maintenant, peut-être qu'on peut avoir des choses de spécialistes au niveau, comment l'appelle-t-on, comment est-ce qu'on les appelle, ceux qui, la biologie alimentaire, à la section spéciale de la biologie alimentaire, qui peut peut-être nous dire s'il y a un impact ou pas. Mais ce que je sais, c'est de protéger contre les agressions extérieures, les mouches, etc. La poussière, voilà, qui est chez nous ici. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Okay, merci, docteur. Une autre question, s'il vous plaît, docteur. Dans quelle catégorie peut-on classer les emballages en aluminium? Et est-ce qu'on peut utiliser, ces deux questions en fait, résumées en une, dans quelle catégorie peut-on classer les emballages en aluminium? Et est-ce qu'on peut les utiliser pour les produits oléagineux? Vous avez la parole, docteur. En aluminium. Les produits oléagineux, c'est du liquide. Hein? Quand on fait du liquide, ça dépend de comment vous allez fermer. Donc, ce n'est pas la meilleure solution. Il faut que le produit oléagineux, c'est généralement des bidons, d'accord? C'est généralement des bouteilles. Sauf que les bouteilles aussi peuvent se casser, c'est pourquoi on le met généralement dans des bidons. Ces bidons qui peuvent être maintenant entreposés dans des caisses pour pouvoir faciliter le transport si le lieu de la fabrication et le lieu de la vente, comment l'appelle-t-on, il y a une grande distance entre les deux. Maintenant,
quand c'est en bidon, vous savez que le bidon par rapport à ce qu'on va mettre à sa teneur, à sa spécificité, ça ne peut pas se casser facilement. Vous allez voir que c'est protégé, hein. L'ouverture même est protégée avant qu'on ne referme. Et donc, les conditions sont prises pour que cela ne soit pas dispersé. Mais en boîte d'aluminium pour les produits usagés. Donc, ce n'est pas la meilleure solution. Pas la meilleure solution. Okay, merci, docteur. C'est une autre question. Quels sont les conseils pratiques pour pouvoir faire un emballage attrayant pour les sites e-commerce et sur les réseaux sociaux? Donc, la question, c'est quels conseils ou quels sont les conseils pratiques que vous avez pour les emballages qui concernent les sites e-commerce, le commerce en ligne, grâce à Internet et les réseaux sociaux? Docteur? Pour le commerce en ligne, généralement, nous utilisons des images, hein, des photos, nous utilisons des vidéos, d'accord? Des vidéos que nous postons sur ces sites-là et que les gens peuvent lire là où ils sont. Et donc, ces vidéos, et puis on peut utiliser des documents physiques, des prospectus, des catalogues, etc., pour pouvoir ventiler au niveau du public pour qu'ils puissent avoir des informations sur votre produit. Mais pour le e-commerce, généralement, je crois que c'est sur les réseaux sociaux, d'accord, que nous mettons des communications qui sont des communications visuelles, d'accord, animées ou pas, qui peuvent permettre à les gens d'avoir des informations précises sur des produits que nous véhiculons. Donc, essentiellement, il faut faire des vidéos, il faut faire des maquettes qu'il faut mettre sur les réseaux sociaux, ce qui pourra permettre aux gens d'avoir ces informations et de se décider à acheter le produit. Donc, il n'y a pas d'emballage spécifique pour ces genres de produits. À partir du moment où c'est le commerce en ligne, vous voyez que ce sont ces vidéos-là, ce sont ces affichages, d'accord, que vous pouvez mettre en ligne et faciliter la connaissance du produit à la cible visée. Merci, docteur. Nous avons répondu à plus d'une dizaine de questions qui étaient dans le chat. Maintenant, nous voulons vous donner l'opportunité de pouvoir poser vos questions en direct, chers participants. Vous pouvez ouvrir votre micro et vous poser votre question. Vous avez la parole. Vous levez la main et vous posez votre question. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, monsieur Baromi, vous avez levé la main. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question, s'il vous plaît. Monsieur Baromi a levé la main. Oui, allez-y, ouvrez votre micro et posez votre question. Si ça ne marche pas, c'est quelqu'un d'autre. Oui, une autre personne. Bon, en attendant, je vois une question dans le chat. Quelles sont les sociétés d'emballage installées? Bon, on a déjà répondu à cette question. C'est une question qui se répète. Oui, mesdames et messieurs, allez-y, levez la main et posez vos questions. Je vois Abdou Kérim. Oui, allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Monsieur ou madame Aboudou Kérim, vous avez levé la main. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question, s'il vous plaît.
Chers participants, le formateur est disponible pour répondre à toutes vos questions. Allez, levez la main, posez vos questions. Vous pouvez continuer à écrire dans le chat, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Allez-y, posez toutes vos questions, s'il vous plaît. Nous n'avons visiblement plus de questions. Donc, nous disons merci ce matin au Dr Kato pour avoir répondu aux questions des participants. Nous voilà arrivés à la fin de notre session de formation de ce jour. Merci à vous, chers participants, d'être restés connectés jusqu'à la fin de cette séance. Vous pouvez nous contacter la MPGF au plus 228 22 53 51 00 et au 91 36 85 85. Donc, je répète, mon numéro, c'est le plus 228 22 53 51 00 et le 91 36 85 85. Nous vous invitons également à visiter notre site Internet. C'est le www.anpgftogo.org. www.anpgftogo.org. Et également nos pages Facebook, Twitter, LinkedIn et notre chaîne YouTube. Merci à tous pour l'intérêt porté au mercredi de l'entrepreneur de l'ANPGF. Nous vous souhaitons une bonne suite de journée. Nous vous remercions. Okay, nous allons passer la parole à M. Akato pour un mot de fin. Oui, nous disons merci à tous les participants et merci à Madame le directeur général de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME, PMI et pour ce travail salutaire qui est organisé généralement pour le bien de nos entrepreneurs. Ce que nous pouvons retenir, c'est que si vous arrivez à concevoir un packaging attrayant, c'est déjà un média qui est en train de pousser les clients à l'achat du produit. Nous pouvons, dans un futur proche, partager avec vous le tutoriel qui peut vous permettre vous-même de pouvoir créer directement. Pour ceux qui vont vouloir arriver à cette formation, peut-être que vous pouvez faire une vidéo avec l'accord de la direction générale pour que les gens puissent maîtriser la technique. C'est un logiciel spécifique que vous devez installer d'abord sur votre machine et pouvoir apprendre à pouvoir créer. Les spécialistes sont là, mais si le spécialiste conçoit pour vous, il faudrait que vous-même vous puissiez savoir quels sont les ingrédients nécessaires qu'il faut dans un packaging pour que ça puisse attirer. Quelles sont les couleurs que vous devez privilégier? Quelles sont les formes qui sont les formes qui vendent? Voilà les éléments essentiels que nous avons partagés. Comment l'appelle-t-on? Maintenant, le reste, c'est la balle est dans votre gars, comme on le dit généralement, pour que vous puissiez, à partir de maintenant, développer des concepts novateurs pour le bien de vos produits. Sachez que ceux qui sont dans le domaine des services peuvent aussi utiliser des supports, d'accord, pour pouvoir faciliter la connaissance de leurs produits et pouvoir impacter positivement leur clientèle. Nous disons merci à chacun de vous et au plaisir de nous revoir dans une autre circonstance ou bien dans un prochain acte de ce webinaire du mercredi de l'entrepreneur ou d'autres challenges. Nous vous remercions.